C'est comme au théâtre ce soir. Nous avons un petit peu de retard. Bon, alors Michel a accepté au pied levé de remplacer Jean-Yves Tallet, qui était censé venir nous parler de conscience, etc. Bon, il se trouve que malheureusement, il a été malade. Et il m'a dit, je ne suis pas en état de pouvoir faire... voilà. Donc j'ai demandé à Michel, qui a eu la gentillesse de me répondre oui, pratiquement sur le champ. Alors, il y avait deux sujets, je crois qu'il a déjà à sa faveur, c'est le nombre d'or. Hein. Et j'aimerais bien qu'il revienne la prochaine fois pour nous parler de l'école pythagorienne. Mais je ne l'ai pas retrouvé. Tu l'as pas retrouvé. Mais la prochaine fois, là. Ah oui. On va baisser la musique, je crois. C'est possible de descendre. Oui, bien sûr, on peut leur demander, oui, il n'y a pas de souci. C'est vrai que... Est-ce que quelqu'un veut se dévouer ou Je vais monter si vous voulez. Bon, il y a Raoul qui approche de d'éteindre la musique en bas, tout simplement. Qu'ils éteignent la musique en bas s'ils peuvent. Monsieur, vous avez quelqu'un du bar en jeu? Jean-Paul là-bas. Ah non, on va lui demander. Oui. Bah, ça y est, ils l'ont éteint, je crois. C'est bon. Ah, elle est éteinte, elle Ça y est, bon, c'est... Ah bah non, non. Ah non, 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 non. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, Michel nous avait déjà parlé du nombre d'or il y a très longtemps, quand on avait démarré notre café. Et c'est une petite piqûre de rappel pour ceux qui sont déjà venus. Et puis ceux qui n'ont pas assisté, ben, c'est l'occasion de l'entendre pour la première fois. Voilà. Donc on attend 2-3 minutes ou tu veux commencer tout de suite? On va peut-être commencer, hein, de toute façon je pense qu'il est bien 35-40, quelque chose comme ça, au moins 40. Plus, c'est On va commencer. Oui, bah oui, bah, je comprends, oui. Et je peux poser une question, Nadia, avant le démarrage? Pour savoir à quoi on s'attend. Donc c'est une conférence, comment ça se passe? Bah, en règle générale, ce que je demande, c'est un petit exposé qui peut durer de 20 à 30 minutes. Parfois c'est un peu plus, parfois c'est un peu moins. Et puis après on discute. Hein, voilà. L'essentiel c'est quand même la discussion. Elle a coupé la musique. Non mais il a dit qu'elle allait le faire. Mais je trouve que quelqu'un se décide. Ah, Mais je crois que quelqu'un est allé, non? Non, il allait le faire. Alors, de toute façon, je parle assez fort. Alors, c'est... alors, vous inquiétez pas, il n'y aura pas trop de maths. Hein. C'est... oui, non, parce qu'en fait, c'est le nombre d'or, c'est une proportion célèbre, on va dire, hein, parce que ça définissait, pour les cultures classiques en tout cas, l'harmonie. Ah, merci. L'harmonie parfaite, on va dire. Donc, alors, qu'on soit bien d'accord dès le départ, le nombre d'or, c'est un nombre, c'est une construction intellectuelle de l'homme. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, ça, dans un rectangle dont le rapport entre la longueur et la largeur vaut à peu près le nombre d'or, soit 1,61 à peu près, effectivement c'est un rectangle assez harmonique. D'ailleurs c'est souvent les téléviseurs qui ont ce rapport-là, il y en a un. Si vous divisez la fameuse image 16/9, ça fait à peu près le nombre d'or. 4/3 c'est plus éloigné. Donc, ou alors un écran de cinéma, c'est presque toujours le nombre d'or, le rapport entre la longueur et la largeur. Voilà. Alors je vais d'abord un peu parler de maths au début. Donc, le nombre d'or est une proportion. C'est alors initialement en géométrie, c'est un rapport donc A sur B, A le numérateur et D le dénominateur, tel que alors il y a une propriété, c'est que A plus B sur A égale A sur B. C'est-à-dire, vous savez, quand j'aurai lu ça, je vais faire passer, hein, je vais faire passer ça parce qu'il y a un petit schéma. Alors, le nombre d'or, c'est le rapport A sur B. Hein. Ce n'est ni A ni B, c'est le rapport A sur B. Et il est tel que si vous divisez A plus B par A, vous avez le même nombre que A sur B, qui est donc ce nombre d'or. Alors, cette propriété de découpage d'un segment est appelée par Euclide, donc c'est très vieux, hein, découpage en extrême et moyenne raison. Dans l'extrême raison, c'est A plus B sur A. Raison veut dire rapport, hein. Veut dire fraction en fait. Et moyenne raison, c'est A sur B. Le nombre d'or est souvent désigné, enfin c'est pas souvent, c'est toujours, par la lettre grecque phi.
Phi qui est une lettre de l'alphabet grec. Alors, on démontre facilement que c'est l'unique solution positive de l'équation x au carré égale x plus 1. Alors, la valeur exacte du nombre la valeur exacte du nombre d'or, c'est 1 plus racine carrée de 5 sur 2. Alors, je vous rappelle, racine carrée de 5. J'ai Jean qui me demande si on peut attendre avant de commencer. Bon, il est pas loin, il m'a dit qu'il était pas loin. Oui, bon, écoute, Jean, tu te dépêches et puis on commencera à ton arrivée. Tu en as pour combien? 5 minutes? 5-10 minutes? Combien? 3 minutes? Il a son GPS. D'accord, d'accord. Il sait que c'est le nombre. D'accord, très bien. Merci, merci. De toute façon, la partie mathématique, oui, c'est pas très. Je pense que c'est très facile. Ça fait rien si tu le répètes, ça sera mieux. Ouais, mais... Bon, bah écoute, on peut continuer. Non, mais je vais continuer. Tu feras un petit récapitulatif. Non, mais là, pour Jean, la partie mathématique, c'est le pipi de chat, ça. Oui, bon, ce que je dis, c'est pas. Bon. Alors, il le sait tout ça. Donc, le nombre d'or, c'est l'unique solution positive de l'équation x au carré égale x plus 1. Alors, sa valeur exacte, c'est 1 plus racine carrée de 5 sur 2. Alors, racine carrée de 5, je rappelle, c'est le nombre qui multiplie par lui-même est égal à 5. Ça vaut 5. Donc, ce sont des nombres irrationnels, c'est-à-dire il y a un nombre infini de chiffres après la virgule et il n'y a pas de période. C'est-à-dire, vous n'avez pas de séquence de chiffres qui reviennent. Si vous divisez par exemple 1 par 3, ça va jusqu'à l'infini, c'est 0,333 jusqu'à l'infini, mais le nombre 3 revient jusqu'à l'infini. Ces nombres-là, on les appelle des rationnels, rapports de deux entiers. Alors qu'un irrationnel ne peut pas être... vous ne pouvez pas écrire un irrationnel comme rapport de deux entiers. Par exemple, le nombre pi est un irrationnel, et phi aussi. Donc, je rappelle, il voit sa valeur exacte 1 plus racine carrée de 5 sur 2. Il vaut approximativement, alors 1,618, ça c'est ce qu'on utilise tout le temps. Et après, on s'en fiche, même moi je ne le connaissais pas. 0,339887, voilà. Donc c'est comme un nombre pi, ça va jusqu'à l'infini, sans séquence de chiffres qui reviennent. Alors, ce nombre d'or infini intervient dans la construction du pentagone régulier. Donc pentagone, ça vient de penta, qui veut dire 5 en grec. Donc 5 côtés égaux, dont il y a le fameux, aux États-Unis, le fameux immeuble du FBI, on appelle ça le pentagone, parce que vu du ciel, c'est un pentagone. Ses propriétés algébriques le lient à la suite de Fibonacci. Comme ça, ouais. Alors, la suite de Fibonacci, c'est une suite très connue. Alors, c'est... attendez, il faut partir de... Alors, attendez, vous partez de 1. Après, vous avez 1, ça fait 2. Alors après, 2 plus 1, ça fait 3. 3 plus 2, 5. 5 plus 3, 8. 8 plus 5, 13. 13 plus 8, 21. Ça, c'est la suite de Fibonacci. Vous ajoutez 2 termes et vous avez le troisième. Le terme d'après. Et j'en étais où? 13 plus 8, 21. C'est ça? 21 et 13, 34, etc. Et à l'infini, alors cette suite va croître indéfiniment, ça tend vers plus l'infini. Mais quand vous divisez deux termes consécutifs de la suite de Fibonacci, ça tend vers ce fameux nombre d'or phi. C'est assez facile à démontrer d'ailleurs. Pour ceux qui ont lu le Da Vinci Code, il parle de la suite de Fibonacci. C'est assez intéressant d'ailleurs. Il utilise dans l'énigme, mais il utilise la suite. Donc c'est quand on divise le dernier par le précédent, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire, la suite de Fibonacci, elle est construite telle qu'on ajoute deux termes, on a celui d'après. Oui, mais pour trouver le nombre d'or... Le nombre d'or, c'est le rapport de deux termes, voilà, tout à fait. Parce que la suite elle-même, elle tend vers plus à l'infini. Mais par contre, quand par exemple, il y a 5 et 8, quand on divise 8 par 5, ça fait 1,6. Donc ça se reproche du nombre d'or. Après, il y a 13. Par 13, voilà, exactement. Alors, d'abord, il y a 13 sur 8, qui se rapproche un peu plus du nombre d'or, c'est exactement ça. Après, 21 sur 13, et à l'infini, ça tend exactement vers le nombre d'or. Le nombre d'or s'observe dans quelques cas dans la nature, quelques phyllotaxies par exemple, je ne sais pas ce que c'est. Par exemple, chez les capitules du tournesol, le tournesol est construit avec des cellules qui ressemblent, enfin, dont la spirale ressemble à des nombres d'or.
Le pavage de Penrose de quasi-cristaux. Alors, je sais à peu près ce que c'est ça. C'est un pavage de cristaux qui sont aussi en forme de spirale. Et là, quand vous divisez le rayon, un rayon par le rayon d'avant de la spirale, vous avez ce fameux nombre d'or. On le retrouve très souvent dans la nature. Hein. Et dans quelques œuvres et monuments. Pardon, alors là, c'est volontaire, bien sûr. Pardon. Architecture de Le Corbusier, musique de Xenakis, alors là je ne connais pas bien, mais ça doit être le rapport entre les notes de musique. Et peinture de Dali. Presque tous les peintres ont utilisé le nombre d'or. L'histoire de cette proportion commence à une période de l'Antiquité qui n'est pas connue avec certitude. La première mention connue de la division en extrême et moyenne raison, ce dont je parlais tout à l'heure, apparaît dans les éléments de Cride. À la Renaissance, Luca Pacioli, un moine franciscain italien, l'a mis à l'honneur dans un manuel de mathématiques et la surnomme « divine proportion », en l'associant à un idéal envoyé du ciel. Oui, parce que, alors, surtout à la Renaissance, on disait que c'était Dieu qui avait inventé cette proportion. D'ailleurs, après, je vais parler de Léonard de Vinci qui utilisait le nombre d'or dans ses tableaux. C'est-à-dire, il divisait, je peux déjà en parler, avant de commencer ces tableaux, en fait, il avait toute une équipe, il n'était pas tout seul, il avait une équipe de peintres. Il divisait les tableaux en ce qu'on appelle rectangle d'or. Alors, un rectangle d'or, justement, ça ressemble à la télé, là. C'est un rectangle dont le rapport entre la longueur et la largeur vaut à peu près 1,6, donc le nombre d'or. Alors, il commençait par diviser les tableaux en une somme de rectangles d'or, et il peignait dans les rectangles d'or. Donc ça, c'est très connu que les peintres, surtout de la Renaissance, utilisaient les nombres d'or dans la peinture. Et il n'y a pas eu que Léonard de Vinci, bien sûr. Il y a aussi Michel-Ange, avec tous les grands peintres. Oui, voilà. Oui. Alors, donc, divine proportion. Cette vision se développe et s'enrichit d'une dimension esthétique, principalement au cours des 19e et 20e siècles, où naissent les termes de section dorée et de nombre d'or. Oui, parce que le nombre d'or, on l'appelle le nombre d'or depuis le 19e siècle. Avant, on appelait ça la divine proportion, ou alors d'autres noms. Le nombre d'or est érigé en théorie esthétique et justifié par des arguments d'ordre mystique, comme une clé importante, voire explicative, dans la compréhension des structures du monde physique, particulièrement pour les critères de beauté et surtout d'harmonie. Alors bien sûr, ça reste quand même humain, la notion de beauté et d'harmonie. Là, c'est la beauté au sens grec du terme, c'est-à-dire la beauté harmonieuse. Sa présence est alors revendiquée dans les sciences de la nature et de la vie, proportion du corps humain, ou dans les arts comme la peinture, l'architecture ou la musique. Alors, si vous avez en tête l'homme de Vitruve, vous savez, de Léonard de Vinci, qui est genre les bras écartés dans un cercle, eh bien, on retrouve le nombre d'or dans le... Alors, c'est le rapport de... Alors, je ne sais pas si avec moi ça marche. Et c'est si vous divisez la largeur de l'épaule par de là jusque là, vous avez à peu près le nombre d'or. Pour tous les... pour un être humain, je ne sais pas si moi c'est vrai, pour un être humain harmonieux. Donc l'homme de Vitruve qui est dans le cercle, évidemment Léonard de Vinci il a respecté exactement la règle du nombre d'or, d'ailleurs qui est liée à la construction du pentagramme. Parce qu'en fait, voilà c'est ça, exactement. Parce que dans l'homme de Vitruve, en vérité, il a commencé par faire un pentagone et mettre l'homme dedans. Il y a aussi une histoire de rapport je ne sais même plus. De rapport du sommet de la tête au nombril avec la taille générale. Si vous divisez la taille par le rapport du sommet de la tête au nombril, ça fait aussi à peu près 1,6. Alors où j'en suis, certains artistes tels que le compositeur Xenakis ou le poète Paul Valéry ont adhéré à une partie de cette vision soutenue par des livres populaires. À travers la médecine, l'archéologie ou les sciences de la nature et de la vie,
La science infirme cette théorie de la nature car elles sont fondées sur des généralisations abusives et des hypothèses inexactes. Alors, c'est-à-dire que c'est toujours pareil, on peut jouer un peu avec les chiffres. Si on voit par exemple des pétales dans la nature, ou alors le début de la construction d'un coquillage, vous pouvez penser que c'est le nombre d'or. Effectivement, ça fait, la spirale vaut à peu près 1,6. Seulement, c'est jamais exactement le nombre d'or. Non, c'est jamais exactement le nombre d'or. Donc, certains scientifiques disent que on se raccroche aux branches. C'est-à-dire, en fait, comme ça vaut à peu près 1,6, on dit oui, c'est le nombre d'or, mais en vérité, c'est une approximation. Voilà. Donc, quelque part, c'est un peu de la numérologie, quoi. C'est-à-dire, on part de ce qui nous arrange pour arriver à la conclusion. Alors, je vais revenir à l'Antiquité. Certains historiens considèrent que l'histoire du nombre d'or commence lorsque cette valeur fit l'objet d'une étude spécifique. Pour d'autres, la détermination d'une figure géométrique contenant au moins une proportion, c'est-à-dire un rapport à une division, se calculant à l'aide du nombre d'or suffit. La pyramide de Khéops, la plus célèbre, à environ 2600 avant Jésus-Christ, devient, selon cette dernière convention, un bon candidat pour l'origine. D'autres encore s'appuient sur les restes d'un monument dont les dimensions permettent d'approximer le nombre d'or. Selon ce critère, un amas de pierres sous la mer des Bahamas serait une origine plus ancienne. Ces vestiges, dont l'origine humaine et la datation sont incertaines, sont dénommés temple d'Andros. Alors, pour la pyramide, c'est toujours pareil. Il y a le nombre d'or, mais on dit, alors je ne me rappelle plus exactement ce que c'est, mais c'est quelque chose comme, on divise la hauteur de la pyramide par la demi-diagonale du carré de base. C'est quelque chose comme ça, je ne me rappelle pas exactement. Alors c'est toujours pareil, on a l'impression que, je ne suis pas en train là, de contester le nombre d'or, mais on a l'impression que, voilà, si vous avez une pyramide, vous allez toujours vous arranger pour avoir un moment, un rapport qui vaut à peu près 1,6. C'est l'impression que ça donne quelque part. On va diviser à peu près toute la longueur qu'il y a, et à un moment, ça va ressembler à 1,6, paf, on va trouver le nombre d'or. On cherche un trou. Voilà, alors là, vous voyez, c'est un peu... voilà, parce que moi, le nombre d'or m'intéresse énormément de sa valeur historique et culturelle. Mais après, voilà, il ne faut pas lui donner plus d'importance qu'elle n'en a aussi. Alors, dans ce cadre, donc, l'hypothèse est parfois émise que le nombre d'or a son origine chez les pythagoriciens. Ils auraient connu et construit empiriquement le dodécaèdre régulier. Alors, dodécaèdre, c'est en dimension 3, il y a 12 faces régulières. Parce que c'est assez étrange ça. Il y a. Est-ce que vous avez. Alain, tu dois connaître ça. Est-ce que vous avez entendu parler des solides de Platon? Vous avez entendu parler? Bon. Alors, sur le plan, vous avez tous les polygones réguliers qui existent, tous. Alors, 17 côtés, voilà, 19, tous. Mais dans l'espace, il n'y a que 5 solides dont les faces sont régulières. Il n'y en a que 5, c'est assez étrange, il n'y en a pas d'autres. Avec exactement les mêmes faces. Vous avez le tétraèdre régulier à 4 faces, donc 4 triangles équilatéraux. Le cube a 6 faces qui s'appelle en fait l'hexaèdre régulier, avec le cube, le dé à jouer. Après, vous avez l'octaèdre à 8 faces, le dodécaèdre à 12 faces et l'icosaèdre à 20 faces régulières. Et il n'y en a pas d'autres, c'est impossible. Vous ne pouvez pas, non, c'est assez incroyable d'ailleurs, vous ne pouvez pas, par exemple, dans l'espace, avoir faire une figure à 5 faces, faces qui sont identiques. C'est impossible. Vous arrivez à en faire 4, et le 5e, ça coince. En 3D. Donc il n'y en a que 5, on appelle ça les solides de Platon. C'est pour ça que si vous voulez un dé à 20 faces, il y a des dés magnifiques, il y a un magasin de jeux pas loin d'ici, là, il y a un dé magnifique à 20 faces où ils ont peint les dés, chaque face de toutes les couleurs, c'est absolument splendide. Mais on ne peut pas faire un vrai dé à 19 faces, par exemple.
Les pythagoriciens connaissaient déjà une construction du pentagone, mais là c'est autre chose, le pentagone c'est en 2 dimensions, hein, à l'aide de triangles isocèles. À cette époque, l'étude du nombre d'or est essentiellement géométrique. Hypsiclès, que je ne connaissais pas avant, un mathématicien grec du 2e siècle avant Jésus-Christ, en fait usage pour la mesure de polyèdres réguliers, donc ces fameux 5 solides de Platon. Et leur revient à chaque fois qu'un pentagone est présent. L'approche arithmétique est initialement bloquée par le préjugé pythagoricien qui voudrait que tout nombre soit rationnel, ce qui est faux, hein, puisque par exemple le nombre pi n'est pas rationnel. Vous avez une valeur approchée de pi qui vaut 22 septièmes. Si vous divisez 22 sur 7, vous avez 3,14, mais après, de suite après 14, ça dévie. Cela dit, c'est quand même une fraction qui ressemble au nombre pi. Rappelons que le nombre d'or ne l'est pas rationnel, c'est-à-dire c'est un irrationnel. Platon évoque cette difficulté. Les premières preuves du caractère irrationnel, on a commencé. De toute façon, le début, c'est des maths faciles. C'est des maths. Justement, je suis matheux. Ouais, non, mais en fait, Bon, Non, mais t'es pas au courant, c'est du pipi de chat. Jean-Yves nous a lâchés parce qu'il a eu des problèmes de santé, il n'a pas pu venir. Donc c'est Michel qui a pris la relève sur un sujet qui est le nombre d'or. Mais c'est des maths très faciles. Non, Tu sais, la moyenne, les petites... je connais, j'ai écrit un livre. Voilà, donc j'ai parlé de moyenne et... D'accord. Attends, je vais se mettre là. Voilà, moyenne et petite raison, A plus B sur A égale A sur B. C'est la dimension du livre. Voilà. Ah non, je veux pas. C'est la suite, je veux pas. Donc j'ai parlé de sa valeur exacte, 1 plus racine de 5 sur 2, solution de l'équation. Oui, voilà, solution positive de l'équation x au carré égale x plus 1. Voilà, pas de quoi fouetter matheux. Donc je suis obligé d'appuyer. Ah ben, tu vas... 92 ans. On va t'en laisser une petite place, regarde là-bas. Oui, Non, mais c'est bon. ça va, c'est comme ça, c'est Oui. très content. D'accord. Ah bah je suis déçu parce que je pensais que c'était quelqu'un d'autre. Ok, allez-y. Donc j'ai attaqué la partie historique. Et tu dois connaître Michel. Michel et les nombres d'or. Oui, voilà. Vous parlez depuis combien de temps 10 minutes, mais au début j'ai parlé de sa valeur mathématique, donc ça c'est facile pour toi. Et j'ai commencé un peu l'historique. Elle m'a raconté des bobards, elle m'a dit ça n'a pas commencé. Bah, C'est moi qui n'ai pas voulu. Je blague. C'est moi qui n'ai pas voulu. J'aime bien blaguer. Alors, où j'en suis là? Alors, je vais recommencer le paragraphe là. L'approche arithmétique est initialement bloquée, alors je parle de Pythagore là, par le préjugé pythagoricien qui voudrait que tout nombre soit rationnel. C'est bien sûr il faut. Rappelons que le nombre d'or n'en est pas. Alors j'ai expliqué ce qu'est un nombre irrationnel. C'est-à-dire, je répète, qui ne peut pas s'écrire comme une fraction de nombre entier. Platon évoque cette difficulté. Les premières preuves du caractère irrationnel de certaines diagonales de polygones réguliers remontent probablement au 5e siècle avant Jésus-Christ. Alors, j'ai parlé aussi des 5 solides de Platon, les 5 seules figures en 3D ou avec les faces régulières. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, Platon cite les travaux de son précepteur, Théodore de Cyrène, je ne connais pas, je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui montre l'irrationalité de racine carrée de 5, puisque le nombre d'or vaut 1 plus racine de 5 divisé par 2. Par voie de conséquence, celle du nombre d'or, donc, dès cette époque, les mathématiciens grecs découvrent des algorithmes d'approximation des nombres diagonaux et latéraux. Alors, algorithme, pour aller vite, c'est une séquence de calcul, hein, on va dire un calcul, entre guillemets, en boucle. Enfin, je ne vais pas parler des algorithmes, c'est pas grave. Bien plus tard, Héron d'Alexandrie, je ne connais pas, un mathématicien du 1er siècle, plus loin cette démarche, à l'aide des tables trigonométriques de Ptolémée. Ça, je connaissais pas. Les tables trigonométriques, c'est des tables simplement qui donnent les valeurs de sinus, cosinus. Hein. Vous vous rappelez la trigonométrie de 3e? Un triangle rectangle sinus, côté opposé sur hypoténuse, vous vous rappelez tout ça? Le premier texte mathématique indiscutable est celui des éléments d'Euclide, vers 300 avant Jésus-Christ. Dans la 3e définition du livre 6,
le nombre d'or, alors il ne l'appelait pas le nombre d'or, hein, j'insiste, hein, c'est à partir du 19e, hein, est défini comme une proportion géométrique. Alors ça c'est assez drôle. C'est Euclide qui parle. Hein. Une droite est dite coupée en extrême et moyenne raison quand, comme elle est tout entière relativement au plus grand segment, ainsi est le plus grand relativement au plus petit. Alors ça c'est l'histoire de tout à l'heure, A plus B sur A égale A sur B. Il le dit de façon poétique. Sa relation avec le pentagone, l'icosaèdre, alors je vous rappelle 20 faces, hein, c'est en 3D, un des 5 solides de Platon en 3D, donc avec là 20 faces régulières, l'icosaèdre, et le dodécaèdre, donc 12 faces réguliers, est mis en évidence. Il est donc lié au problème géométrique déjà résolu par les pythagoriciens. Mais selon l'historien des sciences Thomas Heath, je ne connais pas, c'est probablement Platon qui en avait fait ensuite un objet d'étude en soi. Je le cite, « L'idée que Platon initia l'étude du nombre d'or comme sujet intrinsèque, c'est-à-dire le sujet lui-même, le nombre d'or, n'est pas du tout contradictoire avec la supposition que le problème d'Euclide a été résolu par les pythagoriciens. » Alors je passe au Moyen-Âge. Les mathématiques arabes apportent un nouveau regard sur ce nombre, plus tard qualifié d'or. Ce n'est pas tant ses propriétés géométriques qui représentent pour eux son intérêt, mais le fait qu'il soit solution d'équations du second degré. Donc le second degré, c'est quand x est au carré. Donc je rappelle, c'est la solution positive de l'équation, parce qu'il y en a une négative, de l'équation x au carré égale x plus 1. En l'occurrence, la phi. Donc phi au carré égale phi plus 1. Al-Khwarizmi, alors un grand mathématicien perse du 8e siècle, qui je crois a fait un traité d'algèbre qui savait, en arabe, son traité s'appelle Al-Jaïbre, d'où le mot algèbre. Je crois que le mot algèbre vient de son traité d'algèbre. Alors Al-Khwarizmi, un mathématicien perse du 8e siècle, propose plusieurs problèmes consistant à diviser une longueur de 10 unités en deux parties. L'un d'eux possède comme solution la taille initiale divisée par le nombre d'or. Abou Kamil propose d'autres solutions de même nature dont deux sont associées au nombre d'or. C'est pour vous dire que les Arabes étaient très forts en maths, hein, vers le 10e siècle, au Moyen-Âge. Il n'y a pas que les Grecs et les Européens, loin de là. Abou Kamil propose d'autres questions de même nature, dont deux sont associées au nombre d'or. En revanche, ni pour Al-Khwarizmi, ni pour Abi Kamil, la relation avec la proportion d'extrême et moyenne raison n'est mise en évidence. En fait, ils s'en fichaient un peu de la géométrie, pour parler comme ça. Eux, ce qui les intéressait, c'était l'algèbre, les équations. Il devient, je dis ça... L'arithmétique aussi, hein. Ils ont introduit. Oui, arithmétique, voilà. Mais les histoires... En fait, les Grecs s'intéressaient essentiellement à la géométrie. À la géométrie, oui. Que, d'après certains, d'ailleurs, ils n'ont fait que copier les Égyptiens. Il paraîtrait que Euclide était égyptien. Tout à fait, voilà. Donc, voilà, alors, pardon, géométrie, je vous rappelle, ça veut dire mesure de la Terre. Hein. Géo, c'est terre, et métrie, mesure. Donc, c'est très concret, hein, la géométrie, c'est très... voilà. Leonardo Pisano, plus connu sous le nom de Fibonacci, j'ai parlé de la suite de Fibonacci avant que tu viennes, introduit en Europe les équations d'Abou Kamil. Dans son livre Liber Abaci, on trouve non seulement la longueur de deux segments de 10 unités, mais aussi clairement indiqué la relation entre ces nombres et la proportion d'Euclide. En fait, il a refait, c'est là qu'il a construit sa fameuse suite de Fibonacci. Son livre introduit la suite qui porte maintenant son nom, connue aux Indes depuis le VIe siècle. En revanche, la relation avec le nombre d'or n'est pas perçue par l'auteur. Un élément de cette suite est la somme des deux précédents. Ah oui, alors ça, peut-être qu'on a trouvé après que le terme de suite à l'infini tend vers le nombre d'or. Je pense que c'était lui qui l'avait trouvé. Ah, c'est fait la suite, là. Non, non, mais alors, il a construit la suite, oui, oui, mais il semblerait que c'est pas lui qui a trouvé, je sais pas, qui a trouvé que la somme le rapport de deux termes consécutifs tend vers le nombre d'or. Ça, je ne savais pas. Ouais. 3 siècles plus tard, Luca Pacioli
Ah non, non, je m'excuse là, on parlait de... Excusez-moi, je confonds tout, pardon. Au VIe siècle, ils avaient déjà plus ou moins trouvé, parlé de la suite de Fibonacci, excusez-moi, mais ils n'avaient pas pensé à la proportion, au rapport qui tend vers le nombre d'or. Je m'excuse. 3 siècles plus tard, Luca Pacioli, voilà, c'est là, régit d'un livre dénommé La divine proportion, illustré par Léonard de Vinci. Si l'aspect mathématique n'est pas nouveau, le traitement de la question du nombre d'or est inédit. L'intérêt du nombre ne réside pas tant dans ses propriétés mathématiques que mystiques. Elle concorde avec les attributs qui appartiennent à Dieu. Alors là, je cite bien sûr. Donc il y a le fameux, j'ai parlé tout à l'heure du fameux homme de Vitruve, qui est inscrit dans un cercle. Il a jambes et bras écartés. L'intérêt, voilà. Explique-moi une chose. L'homme de Vitruve, on dit toujours c'est Léonard de Vinci. C'est lui qui l'a conçu ou c'est quelqu'un d'autre? Alors, je peux. Oui, vas-y. C'est Vitruve. Vitruvius. Comment? Qui? Ouais, j'allais le dire. C'est justement, Ouais, quand tu as dit ça, Vitruvius. j'ai noté, il faudra que je vérifie, homme de Vitruve par rapport à Léonard de Vinci. Est-ce qu'il a refait le dessin de l'homme de Vitruve? Parce que le style fait penser au dessin de Léonard de Vinci. Donc, enfin, c'est de la mode de l'époque aussi. Mais enfin, il y en avait un Vitruvius, c'est lui qui a inventé. Ah, d'accord. Je n'ai pas compris le rapport entre Vitruve et Vinci. C'est-à-dire que dans l'image que tout le monde connaît. Oui, je sais bien, mais... C'est-à-dire... Il a trouvé que ça allait dans un... voilà. octogone, je crois Alors, que c'est lui qui a... c'est-à-dire que dans l'homme des Vitruve, il y a plein de rapports qui sont un nombre d'or. Parce qu'en fait, il a commencé par faire un pentagone régulier. Dans le pentagone, il y a le nombre d'or. Il y a par exemple l'histoire de le rapport entre l'épaule générale et de la... On est servi pour illustrer... Oui, alors on ne sait pas trop s'il ne part pas de la conclusion pour revenir à l'hypothèse. Qui est Vitruve? Alors, Vitruve, je sais seulement que c'est lui qui a... C'est un architecte romain. c'est un architecte, oui. Il a vécu en quel siècle? Je ne sais pas. Je crois que c'est le 1er siècle peut-être. Ah oui, c'est largement avant. Ah oui, c'était plus de 1000 ans avant Léonard de Vinci. Ah oui. Qui tendrait à indiquer, vu le style du dessin, que Vitruve a dû concevoir les proportions idéales d'un homme, et à partir de là, Léonard de Vinci aurait fait le dessin. Non, mais est-ce que Vitruve Mais ce sera vérifié. a fait son dessin? Enfin, je veux dire, est-ce qu'il connaissait le nombre d'or? Est-ce qu'il a utilisé le nombre d'or? Non. certainement. Non. Donc Vitruve, c'est un architecte romain du 1er siècle qui a fait ce dessin, et c'est de Vinci qui a introduit le nombre d'or là-dedans. Moi, je pense que Vitruve, il a fait le dessin dans un cercle. l'homme de Vitruve dans les cercles, Oui. bon, comme ça, quoi. Et après, c'est Léonard de Vinci qui a trouvé les proportions. Alors, il y a l'histoire du nombril. Mais tu es sûr de ça aussi? Non. Non, mais il y a peut-être quelqu'un qui en sait plus. Ouais. Il aurait été le premier à faire aussi le premier ouvrage complet concernant les mathématiques. Mais je crois que Vitruve connaissait le nombre d'or. Peut-être. Puisque le Parthénon parlait de la pyramide De Khéops qui avait été faite, et le Parthénon a été aussi fait sur le nombre d'or. Donc a priori, Vitruve avait une connaissance. Ouais. Alors, Enfin, c'est un copieur comme Einstein alors. ouais, mais tout le monde. Comme à chaque Tu sais très bien qu'ils se sont tous copiés. Je blague, ouais. Comme Francis n'est pas là, je blague. Ouais, Je le remplace un petit peu. Francis, il m'aurait déjà cassé en 8. Arrête de copier Wikipédia. Alors, où j'en suis là? Pacioli, donc c'est le vrai nom de Fibonacci. Pacioli cite les 10 raisons qui l'ont convaincu. L'incommensurabilité. Alors là, c'est le nom complet qui veut dire l'irrationalité, en fait. Ça veut dire qu'on ne peut pas mesurer exactement. Hein. Prend sous la plume de l'auteur la forme suivante. Alors, je cite. De même que Dieu ne peut se définir en termes propres et que les paroles ne peuvent nous le faire comprendre, ainsi notre proportion, de la divine proportion, ne peut jamais déterminer par un nombre que l'on puisse connaître, puisque c'est un irrationnel, ni exprimé par quelque quantité rationnelle, mais toujours mystérieuse et secrète, et qualifiée par les mathématiciens d'irrationnelle. Alors eux, pour les croyants, l'irrationalité, c'est Dieu, hein, en fait. C'est ce qui dépasse l'homme, c'est la transcendance. Ouais. Voilà. Mais Pourquoi? tout à l'heure, tu disais que Fibonacci, c'était Pizzano. C'est quoi Pizzano? Attends, je reviens en arrière. Leonardo Pizzano. Oula.
là, il y en a qui filment. Faut pas que je retourne. Non, c'est Leonardo Fibonacci. Oui, c'est Pisano. Ah oui. Je m'excuse. C'est le Capaccioli, c'est un autre. En fait, c'était les théologiens. Alors, Pacioli rédigeait ici l'envoi de son livre. Une œuvre nécessaire à tous les esprits perspicaces et curieux, où chacun de ceux qui aiment à étudier la philosophie, la perspective, la peinture, la sculpture, l'architecture, la musique et les autres disciplines mathématiques trouvera une très délicate, subtile et admirable doctrine et se délectera de diverses questions touchant à une très secrète science. Et il est en revanche discret sur la manière dont s'applique cette proportion. Dans son traité d'architecture, enfin c'était un théologien architecte, hein, l'auteur se limite aux proportions de Vitruve. Oui, il en avait sûrement déjà parlé. Un architecte de la Rome antique. Elles correspondent à des fractions d'entiers, choisies à l'image du corps humain. S'il cite comme exemple une statue du grec Phidias, c'est peut-être pour là que le mot physique, oui. Oui. Ce n'est que pour y voir le nombre d'or dans un dodécaèdre régulier, une figure associée au pentagone, symbole de la quintessence, une représentation du divin. Les architectes de la Renaissance n'utilisent pas le nombre d'or. Les mathématiciens de l'époque ne sont pas à reste. Les spécialistes des équations polynomiales, alors une équation polynomiale, c'est une équation dont les coefficients sont entiers. Donc, par exemple, x au carré égale x plus 1, les coefficients sont 1, en fait 1 moins 1 moins 1. Parce qu'il faut, l'équation c'est égal 0. Hein. Dans l'équation, là c'est x au carré moins x moins 1 égale 0, donc ça fait, les coefficients sont 1, moins 1 et moins 1, ils sont entiers. Parce qu'une équation peut avoir des coefficients qui sont rationnels ou irrationnels. Ça c'est des équations polynomiales. Alors, les spécialistes des équations polynomiales que sont Gerolamo Cardano et Raphaël Bombelli, moi je croyais que c'était les footballeurs, mais enfin, pour plaisanter, je ne connais pas, indiquent comment calculer le nombre d'or à l'aide d'équations du second degré, donc l'équation dont je l'ai dit. Un résultat plus surprenant est anonyme. Une note manuscrite anonyme, datant du début du XVIe siècle et écrite dans la traduction de Pacioli des éléments d'Euclide de 1509. Non, ça c'est Pacioli, pardon. Pacioli, c'est Fibonacci. Non, je me suis trompé tout à l'heure. Je m'excuse, non. C'est un architecte, alors je reviens en arrière. C'est Luca Pacioli, il rédige un livre, je m'excuse, dénommé La Divine Proportion. Quel siècle? C'est 3 siècles plus tard, donc là c'est 1509. 1509. Et Fibonacci, c'est quoi? Alors, Fibonacci, c'est... je reviens en arrière. Hein. Leonardo Pisano, plus connu sous le nom de Fibonacci, introduit en Europe les équations d'Abou Kamil. Et Abou Kamil... 1175. Voilà. 1175. Combien? 1175. C'est le Moyen-Âge. Alors qu'après, c'est la Renaissance. Il est mort en 1205. Oui. Ah non, mais j'ai rédigé les choses, j'ai appris en même temps. Hein. Je suis vraiment pas... Pour moi, c'est... Enfin, pour moi aussi, c'est difficile. J'en suis où, là Fibonacci, c'était un mathématicien. J'en ai à la Renaissance, oui. Oui. Attendez, excusez-moi. La Renaissance, on n'utilise pas le Ne sont pas en reste, oui. Sinon... alors, pardon, je reviens là. Une note manuscrite datant du début du XVIe siècle, écrite dans l'introduction de Pacioli des éléments d'Euclide de 1509, donc ça c'est Pacioli, montre la connaissance de la relation entre la suite de Fibonacci et le nombre d'or. En fait, c'est lui qui a trouvé ça. C'est ce fameux, je crois, Pacioli. Pacioli. Et tu disais c'est quel siècle? 1509. C'est lui qui a trouvé que le rapport tendait vers un nombre d'or. C'est Pacioli. Alors là, c'est ce que j'ai dit. Si l'on divise un terme de la suite par son précédent, on trouve une approximation de la nombre d'or. Mais à l'infini, c'est le nombre d'or. Ça, c'est facile à montrer. Plus le terme est élevé, plus l'approximation est bonne, et elle peut devenir aussi précise que souhaitée. Ce résultat est plus tard retrouvé par Johannes Kepler, quand même, je connais, puis Albert Girard, je ne connais pas. C'est ça? Albert Girard, je ne sais pas. Je n'ai pas dit. Kepler est fasciné par le nombre d'or,
il dit de lui, la géométrie contient deux grands trésors. L'un est le théorème de Pythagore, l'autre est la division d'une ligne en moyenne et extrême raison, dans le nombre d'or. Le premier peut être comparé à une règle d'or, la règle, le théorème de Pythagore, le second à un joyau précieux. Décidément, ils étaient fascinés. Hein. C'est Kepler qui dit ça. Oui. Il reste 2 pages. Même pas. J'ai pas la... Ou alors j'ai oublié la 7 sur 7. Moi, je peux en profiter pour parler de Bachelot, puisque j'ai regardé sa biographie. Donc, il est mathématicien, économiste, moine, professeur d'université. Enfin, bon, il a travaillé à l'université de Pérouse. Il est né, enfin, il n'y a pas vraiment une date précise, on dit vers 1445. Il est mort entre 1517 et 1518. Voilà. Alors, il reste 2 pages, parce que 7 sur 7, c'est la conclusion. Sur le front des mathématiques, l'intérêt diminue au cours du temps. Au XVIIIe siècle, le nombre d'or ainsi que les polyèdres réguliers sont considérés avec assez de justice comme une branche inutile de la géométrie. Ma foi, allez savoir pourquoi. Concernant le nombre d'or, on lui prête encore un peu d'attention au siècle suivant. Jacques Binet retrouve en 1843 un résultat oublié, démontré initialement par Léonard Euler en 1767. Un vrai génie celui-là, Euler. Si la lettre phi désigne le nombre d'or, le énième terme de la suite de Fibonacci, dont je vous rappelle c'est 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Donc alors 8 c'est le 5e terme, c'est le numéro de l'indice. La somme des deux précédents. Voilà, c'est 3 plus 5, 13 c'est 5 plus voilà, 5, c'est ça. Donc, on va dire 1 c'est le premier, 2 le deuxième, on va dire 3 le troisième, après 5 le quatrième. 1, 2. Oui, alors oui, on commence dans 1, 2, après 8 le cinquième. Dans le énième terme de la suite, c'est le numéro indiciaire de la suite. Oh, je suis là. Le énième terme de la suite de Fibonacci est donné par la formule, alors je ne la connaissais pas, phi puissance n moins 1 moins phi à la puissance n, le tout sur racine de 5. Je m'en répète. Le énième terme de la suite est donné par la formule. Alors, phi c'est le nombre d'heures. Phi puissance n moins 1 moins phi puissance n, le tout sur racine de 5. Oh, ça va être assez facile à démontrer. Oui, d'accord. Je vois pas l'intérêt. Ah, quand même, parce que ça relie directement un terme de la suite au nombre d'heures. Oui, bien sûr. Ah non, c'est intéressant. Ce résultat est maintenant connu sous le nom de formule de Binet. Bon. Voilà. C'est pas Euler, hein? Non, cette formule, c'est le cas Binet. Alors, excusez-moi. C'est le cas Binet. C'est un jeu. Non, c'est mes vannes. C'est les vannes de prof de maths. L'essentiel des travaux se reporte sur la suite de Fibonacci. Édouard Lucas trouve des propriétés subtiles associées à cette suite, à laquelle il donne pour la première fois le nom de la suite de Fibonacci. Non, le Fibonacci, c'est pas lui qui a dit que c'était la suite de Fibonacci. Son résultat le plus important porte le nom de loi d'apparition des nombres premiers au sein de la suite Fibonacci. Alors là, on ne va pas dire le contraire. Il semblerait qu'il y a beaucoup de nombres premiers, oui. Dans la suite. Dans quelle suite? La suite de Fibonacci. Mais il y a 13 en tout cas. Il y a 5. Il y a 13. Il y a une infinité sûrement. Je ne sais pas quelle propriété ils ont. Dans tout de suite, il y en a une infinité. Oui. Bon. Alors, c'est durant ce siècle, c'est au 19e, que les termes de section dorée puis nombre d'or apparaissent au 19e siècle. On les trouve dans une réédition d'un livre de mathématiques élémentaires par Martin Ohm. Alors là, Ohm, je le connais, mais en physique. C'est la résistance. C'est le même, hein? OHM. OHM. Oui. Martin Ohm, c'est lui. Oui, parce qu'en électricité, vous avez la fameuse formule très facile, U égale RI. U, c'est la différence potentielle en volts. I, c'est l'intensité en ampères. Et R, c'est la résistance électrique en ohm. OHM.
Et chez vous, le fer à repasser, la résistance est beaucoup plus forte qu'un téléviseur. En fait, c'est ce qui chauffe, la résistance électrique. Alors, où j'en suis là? L'expression est citée par une note en bas de page. Certains ont l'habitude d'appeler la division en deux telles parties, une section d'or. Cette réédition fait surface dans une période située entre 1826 et 1835. En revanche, son origine est un mystère. L'intérêt ressurgit au milieu du XIXe siècle, avec les travaux du philosophe allemand Adolf Zeising. Même chose, footballeur pour moi, footballeur allemand. Avec lui, le nombre d'or devient un véritable système, une clé pour la compréhension de nombreux domaines, tant artistiques. Il s'appelait Zeising, pas Zeising, Z-E-I-S-I-N-G. Je connais pas. C'est Zeising, c'est pas Zidane. Non, Adolphe, c'est très sans allusion, c'est très non, j'espère pour lui. Par contre, vous allez voir à la fin, je parle de racisme à un moment. Ah oui. Mais certains ont utilisé le nombre d'or en disant les blancs, on respecte bien les nombres d'or, et les autres non, dans les proportions. Du pur racisme. Je vais en parler après. Il y a un conte, un cousin de Dracula sûrement, qui a d'extrême droite du début du XXe siècle, qui a développé une théorie raciste sur le nombre d'or. Vous allez voir, j'en parle après. Alors j'en suis là. Ah oui, forcément, parce que souvent ils ont les cheveux dorés, les blancs. Ben, c'est-à-dire, à partir du moment où on dit qu'il y a l'homme de Vitruve et tout, qui à la base était un homme blanc, après on va vite dire, voilà, les pygmées ils ne respectent pas le nombre d'or, etc. Voilà, ils sont, c'est du pur racisme. C'est-à-dire que c'est le sommet de l'évolution, parce que c'est la fin de la série de Fibonacci, alors que les pygmées ils sont en milieu. Alors, je ne sais pas comment ils ont développé ça, mais c'était... si l'homme blanc respecte les proportions du nombre d'or, les autres non, donc voilà, supériorité, je ne sais pas quoi, divine. Alors, j'en suis où là? Avec lui, le philosophe allemand Adolf Zeising, le nombre d'or devient un véritable système, une clé pour la compréhension de nombreux domaines, tant artistiques comme l'architecture, la peinture, la musique, que scientifiques avec la biologie et l'anatomie. Une dizaine d'années plus tard, il publie un article sur le pentagramme, manifestation la plus évidente et la plus exemplaire de cette proportion. Le pentagramme, le pentagone. Le pentagone ou le pentagramme? Oui, enfin. C'est pas vrai, le pentagramme, je sais, oui. C'est comme le pentagone, non, mais concave, alors que le pentagone. Oui, je sais. C'est pareil. Hein. Oui, mais je sais, oui. Les sommets sont en même endroit. Oui, c'est un polynôme qui un est concave et l'autre convexe. Le pentagone, c'est ça, le pentagramme, c'est ça. Oui, mais là, alors... Les sommets sont au même endroit, sauf que c'est rentrant. Oui. Le pentagramme. En fait, le pentagramme, c'est une étoile. Ça ressemble à une étoile. Pour aller vite. C'est une étoile à 5. Oui, mais... non, d'accord, mais quand je voulais dire le pentagone, c'est que... comment dire, un est concave, l'autre est convexe, mais ça comporte 5... De toute façon, il y a le nombre d'or dans les... Voilà, c'est ça. Ouais. J'en suis là. Il devait être franc-maçon d'ailleurs, celui-là. Parce qu'il y a l'étoile à 5 branches, c'est un symbole maçonnique. À 5. Une relecture de la métaphysique. L'étoile à 6 branches, c'est un symbole judaïque. C'est là qu'on trouve le complot judéo-maçonnique. Oui, je ne sais pas le dire, oui. Alors, une relecture de la métaphysique pythagoricienne lui permet de conclure à l'existence d'une loi universelle fondée sur le pentagramme et donc sur le nombre d'or. Malgré une approche scientifique douteuse, la théorie de Zeising obtient un franc succès. En France, pouvoir codifier de manière scientifique la beauté est une idée qui séduit. Les dimensions du Louvre, de l'Arc de Triomphe sont mesurées avec attention. Des délégations sont chargées de mesurer précisément la taille des pyramides d'Égypte ainsi que du Parthénon. Les cathédrales ne sont pas en reste. Alors là, je ne sais pas trop ce qu'ils ont fabriqué avec ça, parce que, comme je disais tout à l'heure, si on part du nombre d'or, on va toujours arriver à trouver... voilà. Au Louvre, le Louvre va toujours se débrouiller pour trouver la longueur d'un toit sur la demi-diagonale de je sais pas quoi. Les pyramides de Mitterrand. Oui, voilà. Là, il paraît qu'il y en a 666, le chiffre de la bête de l'Apocalypse.
C'est peut-être vrai d'ailleurs. Tu sais, Ah ouais, la pyramide en rouge. Et tout, ici, on a l'écran. Si c'est vrai, c'est troublant. Et d'après le Da Vinci Code, Marie-Madeleine est enterrée juste en dessous. J'en ai parlé tout à l'heure. Isis aussi. Par contre, s'il y a vraiment 666, c'est troublant parce que franchement. 166, ouais. Mais on est sûr de ça qu'il y en a? C'est ce que j'ai lu quelque part. Ouais, je l'ai lu aussi, oui. En fait c'est quasiment 66 entre la grande et la petite pyramide qui est à l'envers, le pyramidion là, qui est à l'envers. Le petit là, ouais, ben, dans le Da Vinci Code, c'est la solution de l'énigme. Oui, ils ont bien dû s'amuser. On peut entendre ce qu'il a à dire, ça serait sympa. Il y a un livre encore beaucoup plus intéressant que le Da Vous Vinci pouvez Code. pas parler un peu plus fort. Il y a un livre beaucoup plus intéressant que le Da Vinci Code, c'est un livre de Jean-Paul Bourg qui s'appelle L'élu du serpent rouge, où il traite en fait de Mitterrand et des grands travaux. Donc la nouvelle bibliothèque, la pyramide, la défense, rien n'est fait au hasard. Dans ce qu'a fait Mitterrand, l'Opéra Bastille également. Tous les sens sont convoqués, la Grande Arche, voilà, l'élu du serpent rouge de Jean-Paul Bourg. C'est possible. L'énigme du L'élu du serpent rouge. l'élu. Mais est-ce que ça vient de Mitterrand ou est-ce que ça vient des architectes? Alors, Mitterrand apparemment était un fou d'ésotérisme, ce n'est pas un hasard. C'est possible. Régulièrement à Rennes-le-Château. Non, il était passionné par ça. Il n'a jamais été maçon, mais oui, il était passionné par ça. Il y a mon cousin qui était franc-maçon. C'est Henri. Oui, ça ne m'étonne pas. Ah, oui, excusez-moi, je suis. Les dimensions. Les cathédrales ne sont pas restes, pardon. La France trouve son champion en Charles-Henri. Charles-Henri. H-E-N-R-Y. Un érudit qui s'inscrit dans l'esprit positiviste de son temps. Dans un texte fondateur à l'origine du mouvement pointilliste, il associe au nombre d'or une théorie de la couleur et des lignes. Son influence auprès de peintres comme Seurat ou Pissarro n'est pas négligeable, mais son attachement au nombre d'or n'est pas aussi profond que chez son collègue allemand. En 1895, il finit par abandonner définitivement l'idée de quantifier le beau. Alors, XXe siècle, le paroxysme. Loin de s'éteindre avec le déclin du positivisme, la popularité du nombre d'or ne fait que croître durant la première partie du siècle. Alors c'est lui-là, le prince roumain Mattila Ghica, G-H-Y-K-A, dont plaisantant sûrement un cousin de Dracula, je lui en devient l'incontestable chantre. Il reprend les thèses du siècle précédent, les généralise. Tout comme Zeising, il s'appuie d'abord sur les exemples issus de la nature, comme les coquillages ou les plantes. Il applique cette universalité à l'architecture avec des règles plus souples que son prédécesseur. Cette théorie avait déjà influé sur les notations, le nombre d'or étant noté phi en référence au sculpteur Phidias, concepteur du Parthénon. La dimension mystique n'est pas absente chez J.K. et trouve ses origines dans la philosophie pythagoricienne. Le nombre d'or serait une trace d'un savoir perdu, nommé tradition primordiale aux connaissances occultes chez le Rose-Croix ou des mouvements connexes. Dans le Rose-Croix, c'est un mouvement ésotérique. Oui, c'est ça. Donc, la rose symbolise le cœur du Christ et la croix, bien sûr, la croix du Christ. Alors où j'en suis, il se retrouve chez les passionnés de l'Atlantide qui n'a jamais existé. Hein. C'est une légende de l'Atlantide. On n'en est pas sûr. C'est cité dans Platon. Platon, en réalité, ce qu'on croit, c'est que ça serait l'île de Crète, parce qu'il y a eu une explosion qui s'est produite il y a plusieurs millénaires, et qui a complètement anéanti la civilisation minoenne. Et les rares rescapés seraient précisément les Philistins, qui auraient donc émigré vers le Proche-Orient, et qui sont en fait des rescapés de l'Atlantide. Enfin, il y a Pierre Benoît qui a écrit un bouquin aussi, l'Atlantide, qui est place au Sahara, lui. Enfin, bon. Il y a même un restaurant qui s'appelle l'Atlantide à Moukhtar. Ah oui, ça, qui est des restaurants, oui. Enfin, bon, on est disons, allez, on va se mettre d'accord, on n'est pas sûr que ça existait. On n'est pas sûr, mais on peut penser qu'il y a eu plusieurs civilisations avant la nôtre. Non, ça, bien sûr. Oui. Mais l'Atlantide lui-même, l'Atlantide. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, Platon en parle. C'est le premier qui en parle dans le Timée.
Et il tient ça de Solon, qui était un grand prêtre égyptien. En fait, l'Égypte serait une des preuves, entre guillemets, de l'Atlantide, sur le fait qu'ils sont arrivés avec une civilisation faite, alors que dans le reste du monde, on connaissait encore peu de choses. Non, peut-être. Bon, enfin là, si quelqu'un veut faire un débat sur l'Atlantide... Non, parce que moi j'en ai parlé avec des gens qui m'ont... des profs d'histoire qui m'ont affirmé que non, c'était des gens... Enfin bon, passons bon. Alors, en 1929, une époque troublée par des idées de notre âge, quoique, Kika n'hésite pas à tirer comme conclusion de son étude sur le nombre d'or la suprématie de ce qu'il considère comme sa race. Alors, écoutez ce qu'il dit. Le point de vue géométrique a caractérisé le développement mental. Alors, carrément. Autrement dit, les Blancs sont intelligents parce qu'il y a le nombre d'or. Bon. De toute la civilisation occidentale. Ce sont la géométrie grecque et le sens géométrique qui donnèrent à la race blanche sa suprématie technique et politique. C'est lui qui parle. Si le prince, alors c'est un prince, hein, n'insiste que très médiocrement sur cet aspect du nombre d'or, d'autres n'ont pas ces scrupules. Il s'use, c'est pas lui qui a dit ça, mais d'autres l'ont dit à sa place. Il s'use de l'adéquation de la morphologie de nos populations avec les différentes proportions divines pour en déduire une supériorité qualifiée de raciale. Ce critère permet de fustiger certaines populations sans d'ailleurs la moindre analyse. Le nombre d'or est encore aujourd'hui, sujet à de prétendues preuves de supériorité culturelle, sociale ou ethnique. Je suis sûr qu'il y a des sectes qui en parlent encore. Non mais là, il parle de la race blanche, il ne parle pas de la race aryenne. Oui. D'accord. D'accord. Mais voilà. Parce qu'il y avait, moi j'ai lu quelque part que tu sais qu'il y avait cette histoire de dolichocéphale qui avait le crâne long, qui était supérieur au brachycéphale qui avait le crâne rond. Voilà, non mais précisément, ceux qui ont le crâne long auraient un crâne dans les proportions du nombre d'or. Parce que chez les Blancs, il y a plusieurs races, il y en a 4. C'est dans les races dolichocéphales, c'est le nombre d'or qui est plus long, plus ou moins. Mais par exemple, je vais faire une digression, ça c'est sûr et certain. Hitler a fait partie d'un truc qui ressemblait à une franc-maçonnerie, qui s'appelait les Chevaliers de Tulé. Ça, c'est sûr. De Tulé. Alors, les Chevaliers de Tulé, il ne faut pas qu'on en parle trop longtemps, c'était une sorte de, on va dire, secte qui utilisait des symboles maçonniques. Et d'ailleurs, certains pensent que la croix gammée était le symbole en fait de... Certes, oui, mais alors, oui, mais on dit ça, mais on dit aussi que l'oripeau des Chevaliers de Tulé était aussi bon. Et évidemment, je n'étais pas dans leur discussion, mais à coup sûr, ils parlaient de ces histoires de nombre d'or et de supériorité raciale. Mais tu sais que c'était... Mais ça ne venait pas des formations, puisqu'il n'y avait pas des formations. Ah non, non, mais ça fonctionnait de la même façon. Mais il a utilisé les... Il y avait, disons, dans la Bavière c'était une région très mystique, très ésotérique, il y avait des tas de... Il y avait les illuminés de Bavière, il y avait toutes sortes de gens. Hein. Ah oui, il y avait l'ordre germanique, les chevaliers Teuton, etc. Et tous ces gens-là, et d'ailleurs, les premiers fondateurs du parti nazi, qui étaient, je crois, 6 ou 7 au départ, ils étaient tous membres de cette secte. Les fondateurs, le cœur, étaient membres de cette secte. Alors, quant à la croix gammée, là, moi je ne suis pas d'accord, parce que j'ai lu quelque part qu'en fait, il aurait découverte dans un monastère autrichien, quelque part, il avait ce symbole qu'il a frappé, parce qu'il était artiste à ces heures. Bon. Mais la croix gammée, on la trouve partout. Hein. On la trouve. Alors, moi j'ai visité au nord d'Israël une synagogue, à Capharnaüm. C'est un village mentionné dans la Bible, c'est Capharnaüm. Ouais. Alors, c'est très ancien, ça date du 2e siècle après Jésus-Christ. Tu as un pavement mosaïque, mais c'est un pavement de swastika, de croix gammée. Voilà. Alors, c'est un symbole indien, en Inde ça se trouve. Les théosophes, alors eux, c'est très particulier. Ah non, l'ordre, le livre des morts des anciens tibétains, parce que les Égyptiens, ils en ont, les Tibétains aussi, c'est quoi? Mais c'est une étoile à 6 branches avec au centre une swastika. Hein? Absolument. Et alors là, je te signale quand même une chose,
On la retrouve C'est que si tu vas au Pays Basque, comment Ouais, Bah, parce que- voilà, Ah oui, parler. on peut y Pays passer. Basque. Je me suis avancé, vous alliez en parler. Alors Chez si les tu Basques. vas au Pays Basque, On va parler tu verras sur tous les tombeaux, enfin tous, pas beaucoup, ce qu'on appelle une laoboru. Une laoboru, c'est une sorte de swastika cursive. Alors, tu peux acheter des bagues comme celle-ci. Regarde, Arrondi. tu peux acheter des bagues, tu connais ça? Non, mais je vois. Non, mais on Alors tu peux acheter des bagues comme celle-ci, c'est une très belle bague en Ouais. argent. Voilà, tu peux s'en passer. Là où vous- Ça s'appelle laoboru. Oh, bah oui, ils Voilà, en c'est vendent connu. partout des petits Et bijoux c'est, comme ça. en fait, c'est un symbole basque. Or, alors, les Basques ne sont pas des Ariens parce qu'ils ne parlent pas une langue arienne. Donc, le pays où la svastika est un symbole national, puisque c'est sur les tombes, hein. C'est comme tu vas dans un pays catholique, tu vois des croix, tu vas dans un carré juif, tu vois des, etc. Le pays où la svastika est un symbole national, c'est un pays qui ne parle pas une langue indo-européenne. Le basque ne s'apparente à aucune langue arienne. Donc Hitler s'est fait plaisir, mais cette histoire c'est n'importe quoi. Hein, voilà. Ouais, c'est Mais pas- c'est pas d'origine un peu gothique, justement. Non, C'est non, pas c'est les Goths. d'origine. C'est pas les Pays Basques. J'ai bientôt fini. Hein. J'ai bientôt fini. Je vais alors maintenant on vient à peu près au contemporain. Ouais. Alors Xenakis, j'en ai déjà parlé. Compositeur utilise les propriétés mathématiques pour certaines compositions. Alors là, j'imagine c'est les rapports entre les notes. Là, Ma femme l'a eu comme prof. Là. Elle est musicienne. Voilà. Ah, excusez-moi. Non, j'imagine que c'est des rapports entre les notes là sur le solfège, quelque chose comme ça. Là, je sais pas. Le Corbusier reprend l'idée consistant à établir les dimensions de bâtiments en fonction de la morphologie humaine et utilise pour cela le nombre d'or. Ça, c'est pas étonnant. Alors, ça, c'est plus étonnant. Paul Valéry, un poète intellectuel, écrit à ce sujet des vers dans son Cantique des colonnes. Alors, écoutez, ça, c'est très beau. Fille des nombres d'or, forte des lois du ciel, sur nous tombe et s'endort un dieu couleur de miel. Joli, hein? En fait, c'est peut-être un peu compris, mais je le relis. Fille au pluriel, fille des nombres d'or, forte des lois du ciel, sur nous tombe et s'endort un dieu couleur de miel. C'est joli. C'est les abeilles. Ça, c'est Paul Valéry. Ouais. Salvador Dali, ça m'aurait étonné qu'il ne soit pas là, fait référence au nombre d'or et sa mythologie dans son peinture, par exemple dans un tableau dénommé Le Sacrement de la dernière scène. Je ne connais pas. Ah, lui, c'est un grand, c'est pas comme Picasso, qui était un imposteur. Ah oui, je suis un peu d'accord. Ah oui. Ouais, je préfère Bah, Dali. il savait dessiner. C'est difficile. Non, mais je préfère Dali aussi. Sur le plan mathématique, alors l'aura ne fait que diminuer, je ne vais pas revenir sur ça. Alors, ah oui, dans la nature, la question de phyllotaxie se rapportant à la spirale que l'on trouve dans certains végétaux. Donc, en fait, une spirale logarithmique, C'est la série si vous divisez un rayon par le rayon précédent avec un angle droit, ça fait à peu près le nombre de... C'est ce qu'on appelle la spirale logarithmique. Là. D'ailleurs, les coquillages, enfin, il y a beaucoup de trucs qui se développent Qui suivant se- le nombre mais d'or. même nous, C'est pas la série de Fibonacci. Mais même nous, Mais c'est de Fibonacci. mais même l'homme. Parce qu'il paraît qu'au début, ça commence par... Il y a une histoire de... on démarre par l'oreille. Dans le Par ventre, l'oreille. on commence par l'oreille, il paraît. Ouais, c'est la Et au coquille. début, ça ressemble à une sorte de spirale, il paraît. C'est la J'ai coquille. j'ai vu ça quelque part, là. Je sais plus. C'est Bon, la enfin, coquille, la coquille. Oui. Je te demandais phyllotaxie, là. je sais pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça C'est veut dire? PHY, je Essaie sais de pas. parler parce que c'est très gênant Euh, que c'est toujours interrompu. Tu dois faire ton discours et on parlerait après. Oui, mais c'est bientôt très fini. Ouais. désagréable que c'est interrompu parce que je perds le fil complètement. Alors, Tous ces discours. alors, phyllotaxie, c'est PHY2LOTAXIE. Donc, en fait, c'est l'histoire de la spirale, logarithmique. Se trouve dans certains végétaux, comme les écailles de la pomme de pin. Alors, on se pose la question, est-ce que c'est vraiment relié au nombre d'or ou alors est-ce que c'est un peu le hasard? Mais c'est la série Fibonacci. Hein. Ouais. C'est une spirale logarithmique. Hein. Là, c'est prouvé. Exactement. Alors, cette question fait couler beaucoup d'encre dès le siècle précédent. Wilhelm Hofmeister suppose que cette spirale est la conséquence d'une règle simple. Pour le botaniste allemand Julius von Sachs, je
je ne connais pas. Ce n'est qu'un orgueilleux jeu mathématique purement subjectif. En 1952, un scientifique, père fondateur de l'informatique, donc le fameux Alan Turing, propose un mécanisme qui donnerait raison à Hofmeister. Ça, je ne sais pas. Pardon. Deux physiciens français, Stéphane Douady et Yves Couder, finissent par trouver l'expérience confirmant Hofmeister et Turing. La présence du nombre d'or dans le monde végétal ne semble ni fortuite ni subjective. Non, il semblerait que ça soit vrai. Voilà. Merci. Merci Michel. Merci.